C'est vrai que cette question pointe une gageure, pointe aussi une difficulté. Il n'était pas question pour moi de me restreindre au seul livre que j'aimais. Euh, Il est vrai que lorsqu'on parle de la fiction, quand on s'intéresse à la fiction, quand on s'intéresse aux théories de la fiction, on ne s'intéresse pas seulement à la littérature. Euh, et je suis comparatiste par ailleurs, et donc j'ai à cœur de parler des littératures du monde. Mais ma gageure a évidemment des limites. Je vous avouerai que dans cette idée folle de tout mettre dans un livre, et un petit livre, c'est quand même pas un très gros livre, j'ai demandé au plus de gens possible qui m'entouraient quels sont les personnages que vous aimez le plus. C'était une drôle d'expérience d'ailleurs. Mmh. C'est pas si facile de répondre à cette question. Je me suis rendu compte qu'elle générait souvent beaucoup de gêne. Et j'essayais d'intégrer tout ce que les gens me disaient pour faire en sorte que ce ne soit pas seulement une photographie de mon cerveau, en quelque sorte, mais autant que possible, voilà, une espèce de photographie forcément partielle des personnages aimés autour de moi, ou en essayant aussi de ne pas interroger que des universitaires, mais ça, évidemment, ça renforce la difficulté. Après, l'idée d'une planète, eh bien, elle est inhérente à la théorie des mondes possibles, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. La question de savoir si c'est un roman qui est un monde, si chaque œuvre est un monde, ou s'il y a un monde de la fiction, on parle aisément de monde de la fiction. Je crois que c'est à partir de cette métaphore qui est une intuition théorique, une théorie, tout court, la théorie des mondes possibles, mais que j'ai évidemment incarnée, qu'est née cette idée. Vous parlez de ce livre comme d'un conte philosophique. Et est-ce que vous le considérez d'une certaine manière comme un pendant fictionnel à Fait et Fiction que vous avez publié au Seuil en 2016, puisque vous citez ces deux termes qui sont absolument fondamentaux dans le livre dès la page 13, et ce sont les quasi derniers mots du livre, puisque là, il s'agit de frontières entre fait et fiction. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi le conte philosophique? Est-ce que c'était une manière de faire un pendant fictionnel à la théorie que serait fait et fiction, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En effet, Fait Fiction a déjà enfin, a été publié il y a 4 ans, mais ça fait très très longtemps que je travaille sur ce livre et sur cette question. J'ai fait un livre théorique dans lequel je parlais beaucoup de l'amour qu'on avait pour les personnages de fiction. J'ai fondé ma théorie de la métalepse sur le penchant que nous avons, l'inclination que nous avons à l'égard des personnages et notre désir de vivre avec eux. Aussi, alors je vous avouerai quelque chose. Le fait d'avoir intitulé cela, et j'ai beaucoup insisté auprès du Seuil, mais ça n'a pas été évident, le fait d'avoir mis comme sous-titre à Fait et Fiction pour une frontière a suggéré à certains lecteurs, commentateurs, peut-être ceux qui avaient le moins lu le livre, que mon ton était très normatif, était très policier même, ai-je lu. Mm. J'ai trouvé que c'était pas la lecture adéquate à mon livre, puisque je prêchais pour l'hybridité. Je prêche évidemment pour une distinction conceptuelle entre fait et fiction, mais je ne suis pas là pour faire le gendarme, hein. Euh, et cette idée m'a conduite à vouloir. J'ai eu envie de jouer avec cette idée de frontière. Peut-être pour la dédramatiser et peut-être aussi pour expliciter mon propos qui est que si il n'y a pas de frontière, on ne peut pas jouer. Que ce qu'il y a de plus séduisant peut-être dans la fiction, ce sont ces jeux avec la réalité, ce sont les métalèpes, ce sont les transgressions. À partir du moment où il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de fiction, à mon avis. Il n'y a plus de... Et
c'est à partir de cette idée que j'ai bâti, en effet, ce conte philosophique qui porte sur la frontière, sur la transgression de la frontière, sur la possibilité de la passer ou l'impossibilité de la passer, puisque la chose reste un peu suspendue dans le livre finalement. Oui, et puis il y a peut-être aussi deux idées dans le conte philosophique. La première, ce serait que c'est une forme un peu oubliée ou surannée, et qu'il y a aussi cette volonté dans le livre de rendre actuel, ou plutôt d'ailleurs de montrer l'actualité absolue des textes plus anciens. Et puis, c'est un genre qui permet alors le dialogue, les promenades philosophiques, et puis de, de jouer sur des tensions aussi, puisque parfois un interlocuteur soutient une thèse et l'autre une autre. Et donc, justement, vous êtes à cheval sur tout ce qui est tension, disjonction, sans trancher, en fait. Vous avez parfaitement raison. Alors, le conte philosophique, vous pointez tout à fait les implications de ce terme. Il est vrai que le conte philosophique, appelé ainsi le livre, s'était assumé une forme qui n'est pas de la dernière modernité. Hein. Il est vrai que ma langue est classique. Et un de mes personnages principaux est un personnage du XVIIIe siècle, hein, le prince Fanferena, qui est un personnage du XVIIIe siècle. Et puis, il y a des personnages contemporains, mais il y a Mr. Pickwick, il y a Mrs. Dalloway. Bon. Donc, même si vous dit le monde essaie d'être global, diachronique, international, la part de la littérature classique est importante. Par ailleurs, il est vrai aussi qu'il y a des dialogues. C'est pas tout à fait simple à faire. Je dois dire que les dialogues philosophiques de Pascal Angèle m'ont inspiré, m'ont donné du courage. Quand j'ai vu qu'il publiait des dialogues, c'est peut-être ce qui m'a encouragé à le faire. Ensuite, bien sûr, il y a une tension entre les personnages. Il me semble cependant, mais mes lecteurs divergent, qu'il n'est pas malaisé de voir dans les dialogues qui, de mon point de vue, a tort et a raison. J'ai voulu présenter avec honnêteté des points de vue différents, mais il y a des points de vue que bien sûr je ne partage pas. Justement, toujours sur cette question formelle, c'est un essai sous forme de fiction ou une fiction théorique ou une fiction pensante, puisque c'est le titre de la collection chez Hermann dans laquelle ce livre est publié. Alors, il y a d'autres auteurs qui pratiquent cette forme de fiction théorique, Pierre Bayard, Sophie Rabault, etc. Est-ce que c'est un terme que vous revendiquez et comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce qui a déjà été pratiqué? Parce qu'il me semble que vous allez très très loin, c'est-à-dire presque vers le roman, on va en reparler, mais il y a deux personnages principaux, il y a une véritable intrigue. Donc, est-ce qu'on peut encore parler de fiction théorique? Et si oui, comment est-ce que vous la définissez en fait? Par rapport à Pierre Bayard, j'étais inspirée par Pierre Bayard, mais je pense que ce que je fais est très différent en effet. Parce qu'en effet, là, c'est vraiment de la fiction en fait. C'est vraiment de la fiction. Pierre Bayard tire davantage vers l'essai avec des éléments fictionnels, mais ce ne sont pas à proprement parler des fictions, à moins que je me trompe et qu'il y ait des œuvres que je n'ai pas lues. Mais enfin, je connais assez bien son travail. C'est quand même une fiction théorique dans la mesure où l'enjeu, malgré tout, les enjeux, parce qu'il y en a beaucoup, les enjeux de l'intrigue sont quand même des questions théoriques. Oui.
Bon, je vais évidemment pas raconter le livre ni spoiler, bien que le suspense ne soit pas insoutenable dans ce livre. Mais quand on parle d'une révolte des métaleptiques, des personnages qui sont métaleptiques, bon, euh, évidemment, l'enjeu n'est pas tant l'issue de la révolte que de comprendre ce que c'est que ce qu'engage la métalepse. De même, bon, moi, un des passages que je préfère dans le livre, c'est la lutte entre les personnages sans nom, c'est l'émeute des personnages sans nom qui revendiquent le droit à l'existence. Et cela fait d'ailleurs écho à un autre de mes projets actuels que je suis en train de terminer, et qui concerne la démographie des personnages et dans laquelle je travaille beaucoup sur les personnages sans nom. Par exemple, dans La révolte des personnages sans nom, c'est pour moi presque un film. Je le vois vraiment comme une fiction. J'aimerais vraiment que mon livre devienne une bande dessinée et je vois très bien ce qu'on pourrait faire avec. Mais malgré tout, il transmet une réflexion sur qu'est-ce qu'un personnage sans nom, hein, et qui sont les noms et qui sont les personnages dans la littérature qui n'ont qu'une initiale. Donc, je pense que je peux revendiquer tout à fait le terme de fiction théorique dans un sens un petit peu différent de ce que fait Pierre Bayard. Peut-être qu'on doit préciser pour les personnes qui nous écoutent que tout l'enjeu quand on est sur la planète fiction, c'est de demeurer un personnage avec de la chair et une existence véritablement, puisque quand les lecteurs sur Terre se détournent d'un personnage, il pâlit, voire il disparaît. Et d'ailleurs, pendant tout un temps, mon pauvre Honoré de Balzac, que j'aime tant, voit sa ville, Honoria, enfin son secteur un peu oublié. Et Vautrin, évidemment, va s'employer, le grand démiurge de la comédie humaine, à ce qu'il réapparaisse. Voilà. On parlait de l'aspect théorique de ce texte, mais il y a aussi une dimension ludique qui est fondamentale. C'est un texte qui est extrêmement drôle. Pour moi, il y a deux grands référents. Woody Allen, bien sûr, même si là, il est plus présent dans la dimension de métafiction et de récit dans le récit ou de film dans le film, etc. Et puis, bien sûr, David Lodge, parce qu'il y a toute une ironie aussi sur le monde universitaire, sur le nombre de lecteurs d'un article universitaire, mais ça, on y reviendra peut-être, qui est fondamental et qui est drôlissime, c'est-à-dire on rit à gorge déployée en vous lisant. Est-ce que c'était pour vous une dimension essentielle, c'est-à-dire sortir du sérieux académique? Absolument. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. Je me suis mis à l'écrire. J'ai commencé par écrire les choses les plus sérieuses, les dialogues. Je me suis prise au jeu. Si vous avez ri, c'est parfait. Ceux qui aiment le livre rient. Je dois reconnaître, j'ai beaucoup ri en l'écrivant. Vraiment, je me faisais rire moi-même en me disant que j'étais peut-être bon public, mais c'est vrai que oui, j'ai trouvé ce livre amusant et je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Euh, Sans doute, euh, suis-je arrivée à un point de ma carrière où je peux faire ce que je veux, où j'avais envie de faire autre chose, où j'ose à peine dire cela, mais publier un article de plus ou de moins commence à me paraître quelque chose d'un peu vain. Ce n'est pas que je renonce à des projets universitaires et à des livres plus sérieux, mais dans tous les cas, maintenant, j'essaye de faire des choses un peu différentes je ne me vois pas publier une grande monographie sur un auteur ou sur un genre. Je pense que je ne ferai plus ce genre de choses. Alors, il est vrai aussi, mais là, je ne sais pas si j'atteins mon but et en toute honnêteté, je ne le crois pas. Je voulais faire aussi un livre de vulgarisation. J'espérais que qu'il toucherait un large public, y compris un public d'étudiants, à mon avis, parce que je pensais qu'une utilisation pédagogique pourrait être possible. Mais c'est peut-être difficile.
parce que le livre mobilise malgré tout, mais c'est une autre question et là je ne réponds pas à la vôtre. Je vais revenir à votre question. Le livre mobilise quand même beaucoup de personnages et on prend moins de plaisir si on ne les connaît pas du tout. Alors maintenant, Woody Allen et David Lodge sont pour moi en effet des références centrales. Woody Allen est l'objet d'une discussion, puisque j'avoue aussi que le livre a été aussi motivé par une défense de Woody Allen. L'idée qu'on puisse plus regarder ses films parce que des soupçons pèsent sur lui me paraissait quelque chose de terrible. Et puis le personnage principal est un personnage de Woody Allen. C'est un des deux personnages principaux. Maintenant, mon humour n'est pas du tout celui de Woody Allen, est très différent, même si Woody Allen joue un grand rôle. David Lodge, ben oui, d'ailleurs, il y a Maurice Zapp qui intervient à un moment, qui dit quelque chose. Oui, oui, c'est une référence pour moi, oui, c'est vrai. Umberto Eco est quelqu'un qui a vraiment associé la théorie et la fantaisie et l'imagination. Même si c'est assez différent, oui, c'est pour moi un modèle inatteignable, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et puis ça a été d'ailleurs un des premiers, d'ailleurs avec la plus grande technicité et rigueur, à théoriser la question des mondes possibles. C'était vraiment un très grand théoricien. Et aussi quelqu'un qui aimait la fiction et qui faisait de la fiction. Et je pense aussi que ces romans ont vraiment une portée théorique aussi. Dans ce comique, il y a aussi quelque chose qui repose sur le fait qu'il y a des croisements qui sont à la fois incongrus, donc drôles, et évidemment tout à fait pertinents. Alors, par exemple, on peut dire que l'hôpital de la planète, puisque un des personnages principaux va devoir aller à l'hôpital, c'est celui de la montagne magique, et cet hôpital est administré par Doug Ross, donc vous croisez Thomas Mann et la série Urgence. Il y a des croisements entre Jean Valjean et Blade Runner, etc., etc. Est-ce que c'est une manière aussi de dire qu'il y a une brèche à faire dans une hiérarchie des genres qui est artificielle et qui fait que un film, une série télévisée, c'est aussi important qu'un chef-d'œuvre classique de Victor Hugo ou de Thomas Mann. En tout cas, aussi important dans notre imaginaire. Les brèches, bien sûr. Je pense d'ailleurs que notre imaginaire combine ces personnages. Oui et non. Je ne sais pas. Oui et non, parce que justement, la pérennité des choses est un thème central dans mon livre et je pense dans notre réflexion à tous, qui sommes des littéraires, qui nous sommes évidemment aussi des cinéphiles, et puis qui nous sommes ouverts à d'autres médias. Je ne suis pas sûre qu'il se fabrique un corpus à partir des séries qui fleurissent, qui sont, enfin les romans aussi, me direz-vous, mais enfin, à partir des jeux vidéo, même s'ils sont très présents dans mon texte, je ne suis pas sûre que cela constitue, parce que leur institutionnalisation n'est pas la même non plus, que cela constitue des canons. Les personnages littéraires font partie du canon, mais les personnages de films déjà moins. Par exemple, le personnage de Woody Allen, qui pour moi était connu de tous, s'avère ne pas l'être. Beaucoup de mes lecteurs m'ont dit, enfin certains de mes lecteurs m'ont dit, m'ont fait plaisir en me disant, mais je ne connaissais pas ce film. Pour moi, c'était un classique justement. Mais La Rose pourpre du Caire, non, tout le monde n'a pas vu La Rose pourpre du Caire, sauf ceux qui s'intéressent particulièrement à la métalepse. Ne parlons pas des séries, ne parlons pas des jeux vidéo. J'ai consulté des spécialistes, Olivier Caïra pour les jeux vidéo, qui est mon complice dans tout ce qui concerne
disons, ma réflexion sur les jeux vidéo, pour voir. Mais dans quelques années, les références que je donne, à mon avis, seront peut-être seront obsolètes, il y en aura d'autres. Si je cite des personnages de Desperate Housewives, ils étaient à la mode il y a quoi, 3 ans peut-être. Qui actuellement les a encore en tête? Et donc, des brèches, oui. Après, qu'est-ce qui est le plus important? Ce n'est pas à moi de répondre à cela, parce que l'importance, elle vient de bien des facteurs. Hein, elle est produite par bien des facteurs, les institutions, l'école, etc. Et je pense que si on considère l'importance comme ça, non, les genres ne sont pas égaux, certainement. Oui, mais en même temps, enfin, je trouve que de la même manière que vous avez ce prince transparent, donc du voyage merveilleux dans la romancie, qui est un texte un peu oublié, je pense, Ah de oui, oui. 1738, dont vous faites alors le personnage masculin principal du livre, il adore Duras, il porte d'ailleurs les mêmes lunettes qu'elle, c'est une manière pour lui de montrer le culte qu'il voue à Marguerite Duras, donc qui est évidemment un auteur du XXe. Il y a une espèce d'éternel présent sur cette planète. D'ailleurs, la temporalité est différente, hein, elle est bibliocentrée, puisque on a Ouais. des chapitres et des pages qui servent de temporalité. Lucien de Rubempré est devenu producteur et présentateur d'une émission de radio. La princesse de Clèves, qui a une fille dont on ne va pas révéler le nom, mais enfin qui est bien connue pour les spécialistes du 18e, va côtoyer donc Cecilia, personnage de Woody Allen, et elle va d'ailleurs l'aider dans ses déboires amoureux, dirons-nous. Il y a cette dimension quand même de, de réactualisation des choses et où un personnage oublié peut devenir soudain un personnage principal. Et moi, j'ai l'impression que finalement, une de ces Desperate Housewives pourrait devenir un personnage principal parce que vous l'avez décidé, parce que vous, auteur d'une fiction sur des personnages, en fait, un personnage principal, non? Oh, mais ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver. En effet, c'était bien mon espoir de ressusciter quelques personnages. J'espère que dans l'esprit de quelques spectateurs, eh bien, quelques personnages prendront un peu de consistance, évidemment. Et en effet, le prince Fanferredin, je l'ai réactualisé. C'est pas tout à fait un hasard si c'est un amoureux de Duras, c'est que son livre était oublié, mais il a eu dans les années 70 une espèce de nouvelle jeunesse par la publication de ce livre charmant que sont ses voyages dans le pays de Romancy, qui est bien connu des 18e, bien connu de ceux qui s'intéressent encore une fois aux théories de la fiction, enfin quelques-uns. Mais il est vrai que du grand public, le prince Fanferredin n'est absolument pas connu. Hein. Ça, c'est certain. Alors j'espère que il dira quelque chose à un peu plus de personnes. Ce serait effectivement mon... Et Cécilia aussi, parce que en effet, pour moi, il n'y avait rien de plus topique, on va dire, que ce personnage de Cécilia. En fait, pas tellement. Oui, mais Pas c'est aussi, tellement. il me semble, ce qui fait tout le sel de votre livre, c'est qu'on peut être spécialiste de certains sujets. Enfin, moi, a priori, je connais très très bien la comédie humaine, et voilà, il y a peut-être j'allais dire des private jokes, mais c'est pas des private jokes, mais enfin des private jokes de Balzacien, disons, qui sont hilarantes, dont on perçoit tout le sel parce qu'on est spécialiste. Et puis il y a d'autres sujets sur lesquels on a envie d'aller creuser parce qu'on ne connaît pas bien. Et il y a pour moi vraiment, le titre, c'est donc Les personnages rêvent aussi, mais les lecteurs de votre livre rêvent à ces personnages qu'ils ne connaissent pas forcément, et puis que vous leur présentez, parce qu'à la fin, il y a tout ce répertoire des personnages et des lieux fictionnels, c'est-à-dire vous les offrez aussi à la lecture, et
on invite à lire ça, pas du tout comme une espèce d'annexe très universitaire et du coup peut-être un peu rébarbative. C'est au contraire parfois très drôle, c'est très informé. Et puis, il y a un personnage, par exemple, qui n'existe que dans ce livre, Les personnages rêvent aussi. Il y a tout un jeu permanent et qui, comme tous les jeux, est à la fois sérieux, ludique, et chacun y trouve un peu son registre, je pense. J'espère, Mm. merci. J'espère que c'est la lecture qu'on fait. Je me suis beaucoup interrogée, en effet, sur l'usage de cet index. Il me paraissait indispensable, puisque il est impossible que tout le monde connaisse les personnages. C'est absolument impossible, puisqu'ils sont pris un peu partout. Et encore, j'en ai supprimé quelques-uns au dernier moment parce que certains me disaient qu'il y en avait trop, mais de toute façon, il y en a trop. Alors, j'aurais peut-être dû les laisser quand même, mais enfin bon. Et l'index vise non seulement, en effet, à permettre aux gens de connaître, de savoir qui est qui. Et donc, j'espère qu'on s'y reporte. Mais, et ça m'a demandé beaucoup de travail, mais c'était pour moi vraiment intéressant, j'ai expliqué disons, d'indiquer toutes les métamorphoses des personnages, ce qu'ils étaient devenus quand ils avaient donné lieu à des jeux vidéo. Alors, je ne suis peut-être pas exhaustive, mais j'ai vraiment essayé de l'être et de présenter les personnages dans leur métamorphose, en effet, parce que c'est aussi un des sujets essentiels du livre, comment un personnage perdure, se transforme. En général, un personnage qui perdure, un personnage qui se transforme. Et puis, ce jeu, c'est aussi un, un jeu sur toutes les frontières linguistiques qui sont franchies, puisque on est là dans un monde de la littérature, mais surtout une littérature monde, c'est-à-dire qu'on a des personnages anglo-saxons, italiens, espagnols, français, bien sûr, et tout ce petit monde cohabite comme une réflexion aussi sur ce qu'est la littérature comparée, peut-être. Et donc, on parlait de fiction théorique. Est-ce que c'est une fiction théorie de ce qu'est la littérature comparée dans son ouverture linguistique, culturelle? Peut-être, j'aimerais bien aussi que la littérature comparée soit aussi ouverte. Cela dit, l'ouverture a malheureusement là aussi des limites. J'aurais vraiment voulu qu'il y ait des personnages de tous les continents. J'aurais vraiment voulu que les personnages européens ne dominent pas tant que ça. Mais je me suis aperçue que c'était presque impossible. Vous savez, j'ai fait vraiment une recherche des personnages des romans africains les plus que j'aurais pu intégrer. Il y a même une ville qui leur est consacrée. Les romans chinois, les romans japonais, mais tous les continents ne sont pas bien représentés. Et bon, je suis très inspirée aussi par le travail de Pascal Casanova. Elle a vraiment raison. Il y a des terres d'une richesse culturelle immense dont les personnages ne font pas canon, en tout cas universel. Malgré tout, notre monde continue à avoir vraiment des frontières. Je m'étais amusée à le rechercher, des films comme The Matrix ou des choses comme ça n'ont pas été universellement regardés. C'est pas vrai. C'est un public qui est essentiellement occidental et asiatique, pour aller vite. Donc, oui, une littérature monde, mais je n'ai pas la naïveté de croire qu'elle est véritablement une littérature monde et qu'elle est véritablement égalitaire et que j'ai pu parler des littératures de toute la Terre et je le regrette, mais c'est comme ça. Oui, mais c'est aussi en cela que la littérature est un reflet du monde dans lequel on vit, hein, et entre l'idéal que l'on espère construire ou l'utopie que l'on espère construire et ce qu'elle est. Vous avez aussi donc toute une réflexion
sur ce qui nous lie à la fiction, lié là, hein, pas lire, mais lié. Je voulais lire un extrait de la page 102. Vous parlez du fait que les fictions sont des mondes incomplets, mangés de blanc et souvent en prime, remplis d'incongruités en tout genre, de paradoxes, de court-circuits logiques. Et tout cela est fait pour exciter l'interprétation. Et vous Et dites, c'est quelqu'un qui dit ça, c'est un personnage qui dit ça. oui, oui, bien sûr. Bon, je dis que c'est vous, mais c'est faux. C'est justement notre personnage principal, Pan Férédin. Et vous dites aussi que la fiction, enfin, vous dites un des personnages, et cette fois, qui est, c'est Sancho, 2, qui dit que tout ça permet une bénéfique, prolifique et généreuse activité interprétative, la production inlassable du sens qui prolonge les œuvres et en crée de nouvelles par les traductions, les adaptations, les suites, les images, etc. Et donc, je me suis demandé si, pour vous, l'interprétation, parce que c'est ce que vous faites aussi dans ce livre, interpréter des textes, elle est non seulement productrice de sens, mais elle est productrice de récits. C'est-à-dire que Bien sûr. voilà, dans tout ce monde, on a un roman, celui des amours de Cécilia et du prince, le procès d'un trio, donc Vautrin, Raoul Hirsch et l'architecte, qui ont osé dérégler l'ordonnancement de la planète. C'est-à-dire que toute cette littérature monde que vous avez fait rentrer dans un livre produit un roman, en fait. Oui, mais je tiens beaucoup à l'idée que vous venez d'énoncer. Je suis vraiment d'accord avec vous et c'est quelque chose que j'avais dit de façon théorique par le passé, mais que là j'ai dit autrement. Oui, l'interprétation est productrice de textes, elle est productrice de fiction, de création. Elle l'a toujours été. Hein. Quand on a commencé à interpréter Homère, on a réécrit Homère. Sophie Rabot l'a bien montré d'ailleurs. Et oui, en effet, je pense que les fictions, enfin je suis sûre même que les fictions qui contiennent des intrigues, des paradoxes, j'ai d'ailleurs un peu étudié cela, regardé les blogs qui concernent par exemple Mulholland Drive ou des choses comme ça, sont celles qui suscitent le plus de commentaires. Et je pense que le commentaire, l'interprétation sont des usages majeurs de la fiction et même des usages ludiques. Je pense qu'en dehors de l'université, en dehors du travail académique, les gens adorent interpréter. On le voit très bien, encore une fois, par des pratiques libres, je ne veux pas dire sauvages, libres sur Internet, où des gens opposent leur interprétation, se disputent, discutent. Enfin, il y a une énorme activité herméneutique, non académique, et je trouve ça vraiment très intéressant. Je pense que l'interprétation est un des usages ludiques et créatifs de la fiction. Oui, d'ailleurs, il y a des wikis entiers sur des séries, sur la fin des Sopranos, par exemple, qui a donné lieu à des pages et des pages de commentaires. Du coup, ce que vous montrez, c'est que la fiction, elle n'est pleinement fiction que parce qu'elle est aussi métafiction, transfiction, avec tous ces récits, etc. Et c'est tout ce que vous produisez, vous aussi, dans ce livre. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, toute fiction n'est pas transfiction, hein, mais j'en trouve difficilement des exemples. Le Lys dans la vallée de Balzac, qui me vient à l'esprit, est une transfiction de Claire d'Albe de Sophie Cotin, enfin, ou en tout cas, pas une transfiction, mais reprend les personnages et l'intrigue. Et je pense en effet que la plupart du temps, les fictions en réécrivent d'autres, jouent avec d'autres. C'est un perpétuel engendrement, hybridation, croisement. Je pense que la littérature, c'est ça, mais il y a quand même des choses moins métafictionnelles que les miennes, et heureusement.
Oui, mais je pense que tous les lecteurs, en fait, quand ils aiment un livre, euh, imaginent, comblent des blancs. Enfin, je Oui, comprends ce que vous avez écrit, donc je lisais tout à l'heure, mais on est tous dans cette interprétation ou surinterprétation d'ailleurs, et parfois même dans des contresens qui peuvent être producteurs de sens aussi. Enfin, bien sûr. c'est aussi toute l'activité de l'imaginaire. Et votre livre est un hymne à la puissance de l'imaginaire et au fait qu'on voilà, on peut se saisir de ces personnages, les faire nôtres. Vous êtes comme notre grand lecteur là et on vous suit dans, dans ce jardin des littératures. Il y a cet aspect aussi, donc on le disait, qui est à la fois érudit, bien sûr, même si tout est explicité, et puis très ludique, puisque tous les concepts de narratologie deviennent des, des, des jeux presque. Alors, la métalepse, ça devient une espèce de population qui est d'ailleurs très difficile à tenir. Hein. Les métaleptiques, la transfiction, la fanfiction, etc. Tout ça est là. Il est dit donc, page 130, qu'il y a une petite fille anonyme, donc qui serait la fille de Lady Macbeth, et une doctorante de l'université de Canberra. Je ne dis pas ce qu'on apprend après sur cette doctorante de Canberra, je laisse les lecteurs découvrir, mais a écrit un article qui a été soumis à 2 évaluateurs, donc selon les codes académiques que nous connaissons tous. Et cette petite fille a donc fait son apparition sur la planète fiction, mais elle est très frêle et très pâle. Personne ne la remarque. Pourquoi? Parce que cet article, qui est désormais publié depuis 6 mois, donc c'est quand même pas mal, a été lu par 5 personnes. Est-ce que vous, le fait d'écrire cette fiction, ce récit, c'est une manière de replacer la culture et la littérature au centre de la cité? C'est-à-dire que justement, ça ne soit pas lu par 5 spécialistes, mais que n'importe qui puisse s'apercevoir que voilà, la littérature, ça a une chair, c'est drôle, c'est passionnant. Oui, j'aimerais bien, évidemment. Alors, bon, là, c'était effectivement un petit peu un petit coup de griffe qui aussi enfin, évoque ce que nous connaissons tous, la lassitude face aux évaluations, la lassitude face à Google Scholar, qui vous dit, qui vous avertit dès que quelqu'un vous cite et qui envoie la file de vos articles. Certains ont quelques dizaines de citations et puis il y a plein d'articles qui en ont 0, qui en ont 1, hein, qui en ont 2, hein, des articles publiés il y a longtemps. Et c'est surtout ça que je ne dis pas du mal du tout de la Ah non, recherche universitaire, c'est pas du tout la question. Oui, bien sûr, mon livre plaide en faveur de la fiction, et ça, je voudrais dire quelque chose aussi à ce propos. Euh, mais s'il y avait, disons, une ironie un peu triste dans cette fictive doctorante, dans l'article de cette doctorante fictive de Canberra, dont l'article a été lu effectivement par 5 personnes, c'est déjà pas si mal pour Google Scholar. Oui, quand je voulais dire qu'en effet, c'est un plaidoyer pour la fiction, c'est joli ce que vous dites. J'espère que c'est vrai pour mon livre. La fiction au cœur de la cité, bien sûr, j'aimerais bien. J'aimerais d'autant plus que je suis un peu triste, un peu alertée, parce que, disons, j'ai l'impression, parce que je constate un désaveu de la fiction ou un recul de la fiction dans ce qu'il est convenu d'appeler la littérature d'élite ou quelque chose comme ça, enfin lu en tout cas par des publics restreints. Le factuel a vraiment le vent en poupe, et j'en donne beaucoup d'exemples dans le livre, et franchement, ça me désole. Alors, bon, la fiction, c'est peut-être réfugié dans les séries, mais encore, il y a beaucoup de séries à fond documentaire, dans les jeux vidéo, hein, certainement. Mais en ce qui concerne la littérature, la fiction a reculé quand même.
Et elle a aussi reculé dans sa dignité a reculé. Hein, ça, je l'explique dans Fait Fiction, je crois que je le dis dans ce livre, mais il y a eu quand même aux États-Unis, en 2013, je crois, une recommandation fédérale, enfin, ou même quelque chose qui avait un caractère d'obligation, à faire baisser considérablement le nombre, à diminuer le nombre des fictions dans l'enseignement au lycée, dans l'idée que les gens perdaient leur temps à lire des fictions, que le document était beaucoup plus instructif. Or, sans tomber dans l'apologie des fictions qui forment le cerveau, qui aident à la sociabilité, qui confortent l'humanité, et que c'est disons, dans une perspective évolutionniste, je pense quand même que la fiction est essentielle à nos vies. Elle est essentielle, en effet, à notre réflexion. Et je crois que c'est aussi ce que c'est aussi ce que je voulais dire avec ce livre, certainement. Oui, d'ailleurs, il y a un personnage, enfin, qui est un personnage d'auteur, puisque c'est un auteur inventé par Claude Bonnefoy, qui s'appelle Marc Onserail, dont je n'ai Ouais, ouais. jamais entendu parler, je le confesse, j'ai appris son existence. Il déclare que les livres qui racontent des histoires vraies sont souvent bien ennuyeux. Et il y a ce constat qu'en effet, aujourd'hui, les lecteurs préfèrent les faits et se détournent peut-être de la fiction. Et c'est vrai que c'est un marqueur, enfin, dans le monde éditorial, on s'aperçoit du succès et même des prix, qui, d'ailleurs vous en parlez, qui reconnaissent un nombre de textes de plus en plus grands qui ne sont pas des fictions. Mais pour autant, que pensez-vous, vous, des formes hybrides, justement, c'est-à-dire qui sont des... alors, ces vies imaginaires sur lesquelles Alexandre Jeffan a beaucoup travaillé, ou euh, des, les faits divers romancés, etc. Pour vous, ça fait partie de ces histoires vraies, ou vous considérez qu'il y a quand même un peu de fiction dans tout ça? Ça dépend. Oui. Ça dépend. Alors, il y a beaucoup de productions hybrides que j'aime beaucoup, que je trouve très drôles, très intéressantes. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le film Adaptation de Jones, qui est vraiment est quelque chose de parfaitement hybride et très, très, très réussi. Ce que je n'aime pas, et un de mes personnages le dit à un moment, mais là, j'avoue que je parle par sa bouche, Mm. je n'aime pas les textes factuels qui sont là pour me faire la morale. Mm. Je suis tout à fait agacée par ce que dit Édouard Louis, par exemple, qu'il aurait honte d'écrire de la fiction parce que les personnages fictionnels ne sont, je sais pas quoi, enfin, ne disent pas la souffrance de son propre père, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça parfaitement, je trouve ça très ennuyeux. Mm. Je m'ennuie beaucoup de lire les livres factuels. Même en même temps, pas tout le temps. Ça dépend. Il y a aussi des choses qui sont extrêmement bien écrites qui m'intéressent. Mais globalement, je préfère de toute façon la fiction, ça c'est vrai. Alors maintenant, vous me demandez si les productions hybrides sont des fictions, ben vraiment, ça dépend. Hein. Là, vraiment, je pense que la plupart des fictions sont hybrides, de toute façon. Je suis en train de travailler sur un corpus du 19e siècle où la plupart du temps, les personnages historiques sont plus de la moitié des personnages. Parfois, sont 80% des personnages. Mm. C'est l'articulation entre les parties fictionnelles et les parties factuelles qui permettent de trancher. Ou alors, il faudrait faire passer ces fictions au chiméramètre qui vous donnera Oui. le Le verdict. fameux, oui, le fameux chiméramètre qui
qui est cette machine à mesurer Les degrés de le seul fixité. délit qui est reconnu sur la planète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec le chiméramètre surtout. Et donc, peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus parce qu'on est un peu sur quelque chose de plus polémique, puisque vous osez dire ne pas aimer ce que tous les lecteurs d'aujourd'hui semblent porter au nu, c'est-à-dire la factualité. L'actualité est très présente aussi dans votre livre. Vous parlez des fake news et donc aussi de cette utilisation terrible de la fiction et qui n'est pas la fiction, c'est autre chose. Vous parlez aussi des polémiques sur Woody Allen ou Polanski. Euh, c'est une manière de dire que parler de fiction, c'est bien sûr toujours être ancré dans la cité, que la théorie est un commentaire du réel, que la fiction est un commentaire du réel et qu'elle ne peut pas faire l'économie de tout ce qui est reproché aujourd'hui à certains, c'est-à-dire d'être d'affreux bonhommes, mais de faire de grands films, ou enfin oui, en l'occurrence pour les deux, c'est des films, ou cette utilisation un peu pervertie de la fiction dans les fake news. C'était important pour vous? Ouais. C'était une des motivations de l'écriture de ce livre. Mhm. Ça, c'est vrai. Que parler de ça, ça me paraissait très difficile. J'avais pas tellement envie d'écrire un article. J'aurais pu, mais Mhm. d'écrire un pamphlet, j'avais pas tellement envie. J'ai eu envie d'en parler d'une façon un petit peu plus ludique et nuancée du coup, hein, parce que j'ai dit que je préfère les arguments de certains personnages par rapport à d'autres, mais n'empêche que j'ai sérieusement examiné les, les arguments des uns des autres. Maintenant, j'avoue que donc, je ne dirais pas cela que la fiction doit commenter le réel. Non, pas toujours. Pas toujours. La fiction ne commente pas toujours le réel. Parfois, alors on a tendance peut-être à être particulièrement intéressé quand les fictions commentent le réel. Je m'en rends bien compte parce qu'il y a un attrait de la factualité. Ça, je ne le nie pas non plus. Hein, qu'il y a un attrait très particulier de la factualité. Mais c'est aussi la part non fictionnelle de ma fiction qui aborde ces questions d'actualité, hein, qui aborde la question des fake news, où, oui, où en effet j'essaye d'expliquer par la bouche de mes personnages que les fake news ne sont justement pas des fictions, même si toutes ces notions se brouillent, se chevauchent. Et d'ailleurs, si je peux encore dire cela, j'ai été très surprise de voir à la sortie de mon livre Fait et fiction, une partie de la réception a été très orientée par la polémique à l'égard des fake news. Mhm. Hein, c'était au moment aussi de la présidence, du début de la présidence de Trump et donc ces histoires de faits alternatifs, etc. Et très souvent, enfin, des événements qui ont été organisés autour de mon livre ou autour des problématiques liées à mon livre, je voyais le titre, apparaître le titre, c'était quelque chose qui avait rapport aux fake news. Alors que mon livre Fait et fiction ne parle vraiment pas de ça. Ne parle vraiment pas de ça. Mais c'était quelque chose qui intéressait les gens. Ce que je peux comprendre, en même temps, je continue à plaider en faveur d'une certaine clarté conceptuelle. Les fake news, bah, c'est des mensonges, tout simplement. Bon, la propagande, ça a toujours existé. Les vérités alternatives, ça n'existe pas, ce sont des mensonges. J'ai une conception de la vérité très référentielle, tarkiste, c'est ce qui correspond à la réalité de ce point de vue-là. Donc, je trouve qu'il y a aussi actuellement pas mal de confusion entre les termes, de confusion entre les notions. C'est peut-être un symptôme de notre époque aussi. Mais il est très difficile d'assurer aux gens
que les fictions ne sont que les fake news, les fictions, c'est pas la même chose. Ça, c'est aussi ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Vous envisagez d'écrire d'autres fictions de ce type, fiction théorique? J'aimerais bien, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Voyez-vous, les ouvrages théoriques que j'ai faits, que je suis en train de faire d'ailleurs, ou les recherches, ce sont des choses de longue haleine qui sont très pensées. Il n'y a pas tellement de surprises. Évidemment, il y a toujours une certaine surprise quand on écrit, mais enfin, cela, je l'ai écrit sous une impulsion. Et ça a été un bonheur d'écriture lié aussi à quelque chose qui m'est tombé comme ça du ciel un peu. Et je l'ai écrit jour et nuit, je l'ai écrit dans les avions, je l'ai écrit dans les trains, je l'ai écrit dans les hôtels, je n'arrêtais pas. Et donc, je ne sais pas si pour moi, ce qui a été quand même un moment de bénédiction, disons un moment heureux, hein, dans mon travail, se reproduira.